Parfait. Bonjour. Alors, vous voyez, il va y avoir un diaporama et c'est la première fois que je m'initie à ça, mais on dit qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, alors je vais essayer d'apprendre, puis vous excuserez si tout n'est pas parfait. Alors, je vous trouve très courageux et courageuse d'être venus après une campagne électorale aussi virulente, hautement émotive, encore entendre parler de la laïcité. Vous avez une bonne dose de résistance, ou bien le sujet et l'avenir du Québec vous tiennent à cœur. Alors, j'opterais plutôt pour cette option. Alors oui, il y a eu un débat virulent, émotif, et on a accusé de racisme, de xénophobie, islamophobie, intolérance. Eh bien, comment on va regarder ça? Alors donc, on va voir qu'il y a eu un débat, et il y en a qui ont dit que c'était intolérant, une charte raciste. Je voyais ça affiché dans mon quartier. Je voyais aussi, on disait que c'était inutile. C'est une source de conflit, de chicane. Les Québécois n'aiment pas la chicane. Et puis, la chicane, elle vient à cause de la charte puis du projet de loi 60 qui a été déposé. Eh bien, la semaine passée, il y a des journalistes qui m'ont appelé pour savoir, bon, maintenant que les élections sont passées, qu'est-ce que vous allez faire? J'imagine que la question de la laïcité va tomber. J'ai dit, pas du tout. Pas du tout. On va avoir, les problèmes sont loin d'être réglés et la Charte de la laïcité, c'est un projet de société et non pas un projet électoral d'un parti particulier. Alors, je leur ai dit qu'il y aurait des problèmes qui viendraient. Bien, aujourd'hui, pour m'aider un petit peu à faire mon introduction, eh bien, Le Devoir avait effectivement, en première page, un article qui dit qu'il y a une ouverture aux mutilations vaginales et ça fait une stupéfaction au Québec. Donc, l'Association des obstétriciens et gynécologues du Canada commence à ouvrir, à faire, une fois que les femmes ont accouché, dans certains groupes culturels, eh bien, la femme, quand elle est consentante, eh bien, on pourra recoudre le vagin pour bien assurer, voyez une ceinture de chasteté naturelle, pour être bien sûr que ce vagin n'appartiendra qu'à un seul homme, son mari, j'imagine, et il y a des médecins qui consentent à ça. Alors, vous voyez les problèmes de santé. Alors, les raisons invoquées par une des personnes qui est dans ce groupe, c'était membre du comité exécutif de cette association-là, c'est la docteure Margaret Burnett, et elle a dit que ça pourrait être fait, elle l'a déjà fait, ça pourrait être fait aussi quand la femme est consentante. Elle a expliqué qu'on avait changé la formulation à l'Association des gynécologues obstétriciens pour les rendre plus culturellement acceptables. Alors, vous voyez que, malheureusement, la prédiction de la semaine passée, que oui, les problèmes ne sont pas arrêtés, les problèmes vont s'amplifier parce qu'on n'aura pas pris les mesures qu'il faut. Donc, qu'est-ce que je veux faire, entre autres? Vous poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer des choses, améliorer? Alors, vous voyez, c'était pour améliorer la gestion de la diversité culturelle et assurer la paix sociale au Québec. Que les conflits diminuent, non pas soient exacerbés. Donc, quel modèle de laïcité il nous faut pour arriver à cette paix sociale? On sait qu'on est dans des sociétés très diversifiées. C'est fini les sociétés homogènes dans lesquelles nous étions avant. Tous du monde pareil. C'est terminé. On s'en va, donc, il y a des changements dans la population qui fait qu'on est confronté à plusieurs cultures différentes, avec des valeurs différentes, plusieurs religions également, avec des façons de faire et des façons de voir les choses différentes. Et la question, c'est quel modèle de laïcité va mieux assurer les droits des femmes, mais également va assurer une meilleure société pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, je suis grand-mère de 6 petits-enfants. Je suis sûre, dans la salle, beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que c'est qui va arriver comme société? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, aux futures générations? Alors, la question qui se pose, c'est jusqu'où aller pour avoir des accommodements, sans brimer les convictions spirituelles des autres, sans trahir non plus nos valeurs fondamentales. Comment arriver? On doit légiférer dans des balises
comment arriver à des balises? Est-ce qu'on va le faire quand les problèmes vont arriver à mesure qu'ils arrivent ou on va faire de la prévention? Moi, je suis plutôt dans le style prévention parce que plus il va y avoir de problèmes, plus les conflits et les communautés vont se confronter. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à de la paix sociale et de l'harmonie. Alors, quel va être mon but aujourd'hui? C'est d'enlever, si possible, des confusions qui génèrent des conflits inutiles, aller au-delà de ce que j'entendais quand on faisait des interviews à la télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi, ça ne me dérange pas, moi, je suis ouvert, quasiment en voulant dire, ceux qui veulent que ça dérange, eh bien, ça doit être des gens qui sont intolérants. Bien, je ne crois pas, parce que des fois, on ne voit pas les problèmes immédiats, mais il y en a derrière. Alors, c'est ceux-là dont je veux parler, enlever de la confusion et assurer un mieux vivre ensemble. Pour ça, il faut arriver à poser les questions comme il faut et on va regarder quels sont les faits. Alors, c'est mon premier point de ma conférence que je vais aborder. Quels sont les éléments qui montrent qu'il y a des problèmes à l'intérieur de ça? Est-ce que c'est la charte qui a créé les chicanes et les problèmes ou si la charte essayait de régler des problèmes qui étaient déjà là? Est-ce que vous voyez, c'est une différence? Bien sûr qu'on a démonisé les gens qui étaient en faveur de la charte, comme moi, en disant que ça crée de la chicane. Bon, alors donc, je ne voudrais pas qu'on garde, je vais essayer de démontrer que c'est faux, la chicane était déjà là et qu'il faut prévenir les chicanes. Hein? Un peu comme mettre dans une famille des règles, d'avance, ça aide à régler les choses plutôt que d'attendre qu'il y ait des chicanes et que dans l'émotion, on essaye de régler les problèmes. Deuxièmement, on disait aussi que la charte ne ciblait que les femmes musulmanes et que c'était pour ça que c'était discriminatoire et raciste. Alors, ces deux assertions-là, ces deux affirmations, je voudrais montrer que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça et quels sont les faits. Alors, première chose que je voudrais regarder, les soukas. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les soukas, que des Juifs, surtout les Juifs hassidiques, alors des cabanes. Alors, effectivement, vous voyez, c'est des petites cabanes. Hein, on n'en voit pas beaucoup dans mon quartier, là, il n'y en a pas tellement, mais ça existe. Alors, imaginez que vous êtes des futurs retraités, que vous avez accumulé un certain pécule pour vous acheter un appartement et vous rêvez d'aller à Outremont, au sanctuaire. OK? Eh bien, vous déménagez au sanctuaire et en 1996, un voisin qui s'appelle Moïse Amselem, lui décide d'installer sur des condos luxueux, sur sa galerie, installer une cabane comme ça. Et pourtant, il avait signé par contrat, en achetant l'appartement, que ce qu'il y aurait... Là, ça ne représente pas du tout les appartements luxueux du sanctuaire. Tout de suite, je tiens à vous le dire. Hein? Mais c'était juste que c'est la photo que j'ai trouvée, que je n'avais pas celle du sanctuaire. Ça doit être parce que je n'y habite pas pour l'instant. Mais... Alors, vous voyez que ces cabanes qui arrivent doivent être en bois, peuvent accumuler, de recevoir, faire des petites réceptions. Bien là, au sanctuaire, ça doit être une galerie pas mal plus grande, plus facile. Bien, ces cabanes en bois sur des édifices à étages, c'est interdit en Israël pour des dangers. Pour des mesures de sécurité, c'est interdit. Ici, la Cour suprême a accordé une protection constitutionnelle à ces cabanes, même dans des édifices en étage. Alors, ils peuvent recevoir, manger, etc. Alors donc, la question que ça pose, c'est êtes-vous contre les cabanes? La question, c'est qu'est-ce qui doit primer? Est-ce que c'est la signature, le contrat, l'engagement contractuel, ou si c'est les libertés religieuses, même une fois qu'a été signé le contrat? OK? Alors, qu'est-ce qu'a décidé la Cour suprême? Elle a décidé que c'était les libertés religieuses qui passaient avant tout. Et oui, et voilà, elle a même... Et pourquoi je parle des cabanes juives au départ? C'est que ça a été le déclencheur des problèmes d'accommodement. Ça, c'est arrivé, donc, ça a brassé des années 90. Jusqu'en 2004, la Cour suprême a fait ce qu'on appelle l'arrêt Amselem sur cette cause-là. Et elle a décidé des choses importantes qui, d'après moi, vont ouvrir, puis d'après des juristes surtout, dont l'ex-juge à la Cour suprême elle-même, Claire Lheureux-Dubé, a dit que ça a ouvert la voie à des dérives incroyables. Alors, qu'est-ce que ça a décidé, justement, cet arrêt-là? Vous voyez en rouge, ça a décidé que ce n'est plus des coutumes
ou des croyances religieuses, des dogmes qui vont guider. Il suffit qu'une personne croie que sincèrement c'est sa religion. La Cour suprême a dit, si tu le crois, OK, tu peux faire ce que tu veux. Alors, vous voyez, ça, c'est l'arrêt M-Salem. L'intéressé exerce s'il est sincère. Il suffit d'être sincère. Alors, c'est indépendant de tout dogme religieux. La personne dit, oui, je pense que c'est dans ma religion. La Cour suprême dit, c'est OK. Ça a même amené une dérive. En décembre 2012, écoutez, ça fait à peine un an et quart, là, 15 mois, la Cour suprême a même décidé qu'un témoin qui porte un niqab, une femme avec un niqab. Vous savez, le hijab, c'est un simple foulard. Le niqab, c'est le voile intégral qui cache le visage, sauf les yeux. La burqa, c'est tout le visage, tout le corps est couvert et c'est un grillage qui est devant les yeux. Bien, une femme avec un niqab, donc ce que les Français appellent dans certains quartiers la boîte à lettres, vous savez, il y a juste une petite fente. Il y a juste une petite fente pour voir les yeux de la personne. Eh bien, la Cour suprême a décidé que ça, elle avait le droit, si ça ne nuit pas, OK? Si elle croit sincèrement que ça fait partie de sa religion. Eh bien, écoutez, dans le Coran, jamais on parle du niqab, et même Mahomet ont interdit le niqab et la burqa, le voile intégral, lorsqu'ils font le pèlerinage à la Mecque. Alors, imaginez, la Cour suprême a dit, OK, si tu penses que ça fait partie de ta religion, mais Mahomet l'interdit. Alors, vous voyez le genre de dérive dans lequel on s'en va. Alors, ça va nous amener à toutes les autres. Donc, tous ceux qui veulent imposer leur façon de voir n'ont qu'à dire que c'est leur croyance sincère et c'est terminé. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans d'autres domaines? Là, je voulais juste vous introduire qu'est-ce qui est arrivé avec la Cour suprême. Eh bien, ça a ouvert à beaucoup de demandes d'accommodement dans les hôpitaux et les services médicaux. Je voudrais, vous savez, il y a eu le docteur Gaétan Barrette, ancien président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Eh bien, lui, en 2008, peut-être qu'il sera ministre de la Santé, on ne le sait pas, dans le nouveau gouvernement, mais en 2008, il a présenté un mémoire à une commission parlementaire sur la question de l'inégalité homme-femme. Dans le projet de loi, celui-ci, en 2008, c'était le projet de loi 63 sur l'égalité des hommes et des femmes. Et il a marqué qu'il y avait des gros problèmes. Ah, bizarre, parce qu'il y a beaucoup de gens ont affirmé pendant la campagne électorale que c'est la charte qui menait à la chicane. Lui, déjà, en 2008, disait qu'il y avait de gros problèmes. Des problèmes surtout qui s'adressaient, entre autres, aux médecins de sexe masculin. Ça avait l'air que ça le préoccupait plus que l'inégalité des femmes et des hommes, mais en tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'il voyait comme problème. Alors, il dit que ça nuisait aux soins médicaux, à la sécurité physique du personnel et au droit à la santé des patientes. Alors, je vais vous citer des extraits de son mémoire. Il dit qu'il y a des manifestations discriminatoires qui sont directement attribuables à l'expression exacerbée de valeurs et de croyances ancrées au sein de certaines communautés. Ces manifestations se traduisent par des exigences et des pressions indues qui vont bien au-delà des simples demandes d'accommodement qui peuvent être traitées de manière raisonnée et raisonnable. Elles s'opposent désormais, écoutez bien, au fondement même de la médecine, au code de déontologie qui régit la profession et au serment d'Hippocrate. Lorsqu'un médecin en service devient bien malgré lui la victime d'agressions verbales, de violences physiques, écoutez, il écrit ça en 2008, fait l'objet de menaces répétées ou d'intimidation, lorsqu'il devient impossible pour un médecin d'exercer son métier, puisque sa seule présence provoque la colère d'un mari, lorsque ce type de manifestation risque de compromettre la santé et la sécurité d'une patiente, du personnel et du médecin lui-même, il y a matière à une sérieuse réflexion. Alors, il dit que ça bouleverse toute l'organisation des équipes médicales. Alors ça, c'est en 2008. Je ne sais pas ce qu'il va raconter sur, maintenant, s'il va être au gouvernement, ce que le docteur Gaétan Barrette va dire de toute la question des accommodements. Est-ce qu'il va trouver qu'il y a encore des problèmes? Et peut-être, j'espère, pas juste des problèmes qui affectent les médecins masculins, mais aussi tout l'ensemble des femmes ici au Québec. Mais ces dérives
qui ont été amenés entre autres par les décisions de la Cour suprême et de beaucoup de demandes. Ces dérives, ces accommodements, demandes d'accommodement et ces dérives intégristes à l'école et dans les garderies existent en plus des hôpitaux. Dès 2006, on a eu un autre jugement de la Cour suprême, la question du kirpan pour les Sikhs. Un jeune homme à l'école échappe dans le cours d'école son kirpan. Vous savez, c'est un poignard en métal. Alors, les gens ont dit, écoutez, les armes, le règlement interdit les armes blanches, vous ne pouvez pas avoir votre kirpan. Vous pourriez le prendre de façon symbolique en bois ou en plastique. Non, il a dit non, il y a aussi des intégristes dans toutes les religions. Chrétiennes, sikhs, juives hassidiques, musulmanes et autres. Il y a des fanatiques et des dogmatiques un peu partout. Alors, non, ils ont refusé d'avoir un kirpan qui était moins dangereux. La Cour suprême a décrété que oui, il pouvait avoir son kirpan à condition qu'il soit dans une petite enveloppe cousue puis qu'il soit scellé. Mais écoutez bien, ce qui est incroyable, c'est que la Cour suprême qui a décrété qu'à l'école, c'était correct d'avoir un kirpan, eh bien, c'est défendu à la Cour suprême et dans les autres cours d'avoir un kirpan. Mais pas de problème pour les autres. Vous voyez le problème? C'est interdit aussi dans les avions, mais pas de problème à l'école. Est-ce que vous voyez qu'il y a un problème de cohérence? Mais si c'est la croyance sincère, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas faire autrement que d'accueillir tout ce qui est croyance sincère. La question, jusqu'où on va aller pour aller dans cette voie? Alors, à l'école, il y a même eu une petite fille, il y a à peu près 1 an et demi, où ça a fait les manchettes. On lui avait fourni, sous la recommandation de la Commission des droits de la personne du Québec en 2011, un père plutôt très intégriste avait demandé que sa petite fille n'écoute pas de musique, pas de chant d'enfants dans la classe. Alors, pour aider à protéger ça, vous voyez comment certains accommodements peuvent aider les enfants à s'intégrer. Alors, la Commission des droits de la personne a suggéré d'avoir un casque anti-bruit. Alors, c'est fait les accommodements pour aider les handicapés à s'intégrer. Eh bien, la Commission des droits de la personne a suggéré d'handicaper temporairement l'enfant avec un casque anti-bruit pour qu'on n'écoute pas l'horreur des petites comptines d'enfants. Eh bien, ça va loin, ces accommodements. Une halte garderie où on interroge, on a besoin d'une éducatrice, on interroge une femme voilée et on lui demande, une mise en situation, qu'est-ce que vous feriez s'il y avait un enfant qui mord un autre? Elle répond, ça va dépendre si c'est une fille ou un garçon. Mais pas de problème, elle n'a pas été choisie à la halte garderie, mais elle a ouvert une garderie privée. Qu'est-ce qu'on fait avec les garderies privées? Bon. Alors, dans une garderie privée, à Saint-Léonard, une amie d'origine algérienne va reconduire sa petite fille d'1 an et demi, 2 ans. Elle est algérienne donc elle-même, l'éducatrice est voilée, elle garde les enfants dans le sous-sol, et puis il n'y en avait pas d'autres de disponibles pour elle, elle-même n'est pas voilée. Cette jeune femme qui a un enfant, un jour, va chercher son enfant à la garderie, tout à coup, elle entend des cris d'enfants. Quels sont ces cris d'enfants? Il y a, elle demande à l'éducatrice, mais qu'est-ce qui se passe? Les enfants crient. Ah, elle dit, ne vous inquiétez pas, elle avait pris l'initiative de mettre sur son ordinateur un appel à la prière automatique. Donc, pendant que les enfants écoutaient la télévision, faisaient d'autres jeux, ça partait, oh, etc. Les enfants n'étant pas habitués, criaient parce qu'ils avaient peur des enfants d'1 an et demi, 2 ans, bébés. Se pose la question, quels sont ces cris? Alors, la même personne, quel message elle donne aux enfants? Elle porte le voile, pas avec les enfants, mais quand les parents viennent chercher, elle vérifie, est-ce que c'est un homme ou une femme? Si c'est un homme, elle met le voile. Si c'est une femme, elle ne met pas de voile. Donc, vous voyez les enfants, je crois que les enfants ne sont pas des idiots, même s'ils ont 2-3 ans, surtout pas. Ils se posent des questions et ils comprennent que leur éducatrice, qui est très gentille et compétente, j'en suis sûre, mais elle porte un voile et elle leur donne le message, si un homme, je dois couvrir mes cheveux. Alors, vous comprenez les questions qui doivent venir dans la tête des enfants. Alors, tout ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait pour intégrer? Eh bien, vous avez justement des éducatrices.
Vous les avez vus. Ça, c'est en novembre 2013. Ça fait à peine 4 mois, 4-5 mois. Eh bien, en novembre 2013, c'était à Verdun, 2 femmes en garderie avec des petits-enfants. Et puis, c'est tout ça que ça pose comme question. C'est des mœurs comme ça. J'espère qu'on se scandaliserait, mais pour des femmes, mais non, c'est pas scandaleux. Moi, je suis tolérante. Moi, je suis pas très tolérante. Et à toutes les personnes qui sont tolérantes, c'est facile d'être tolérant pour les autres. Moi, je leur réponds toujours, portez un niqab, une burqa ou un mois au mois de juillet, et on va en reparler. Est-ce que vous allez être toujours tolérant? C'est facile quand ce sont les autres. Mais quand c'est soi, est-ce que vous aimeriez vos enfants et ça? Pas tout à fait. C'est pas grave pour les autres, c'est juste les autres. Est-ce que ce n'est pas une forme de racisme? Moi, ça, c'est mes questions qui m'interpellent. Alors donc, qu'est-ce que c'est qu'on peut avoir aussi comme problème? Dans le quartier ici, dans le quartier antique où se trouve cet endroit de conférence, eh bien, il y a une école, dans les écoles, on a prévu le midi des repas subventionnés pour les enfants qui ont de la difficulté économique, dont les parents n'ont pas beaucoup d'argent pour les aider sur l'heure du dîner. Eh bien, on s'est aperçu que plusieurs enfants mettent leur repas à la poubelle sans l'avoir mangé. Des enfants du primaire, donc qui ont 6-7 ans, il semble qu'il y a mieux pas manger que d'avoir un repas qui ne serait pas halal. Et pas qu'il y avait du porc, non. Il n'était pas béni par un imam. Donc, ça pose toute la question des millions qui sont mis pour aider les enfants et certains vont mettre ça à la poubelle. Est-ce qu'il y a des parents suffisamment intégristes qui aiment mieux que leurs enfants ne mangent pas que de les voir manger quelque chose qui n'est pas halal? Ça, c'est les questions vous voyez les questions qui peuvent se poser, qui sont ici dans le quartier antique. Également dans les écoles, il y a des programmes, peut-être que vous ignorez, qui s'appellent PELO, P-E-L-O. Ça, c'est des programmes d'enseignement des langues d'origine. On n'a pas d'argent pour enseigner le français, mais on a des programmes pour enseigner la langue d'origine. Dans une école secondaire du quartier Saint-Michel, une enseignante d'origine algérienne s'est aperçue que il y avait des traces qu'elle avait vues que l'arabe est enseigné avec le Coran. Et le Coran n'est pas la langue qui est parlée, la langue d'origine. C'est un autre niveau de langage, le Coran. Et puis en plus, on promettait des points. Si l'enfant, à chaque lettre qu'il va apprendre à faire en arabe, il y avait des points qui vont être comptés par Allah au paradis. Moi, j'ai appelé ça, au lieu des hermaises, des alamaises. Nous payons, nous fournissons les écoles et nous payons donc pour que des programmes soient déviés. Est-ce que c'est temps qu'on sache ce qui se passe? Et notamment, ça c'est dans les écoles, je voudrais vous parler des accommodements religieux qui remettent en cause les droits des femmes. Et là, je vais être obligée de me restreindre parce que malheureusement, il y en a de nombreux. Exemple, la non-mixité. La non-mixité, on a vu Jeannette Bertrand, qu'elle a mangé, elle a passé un mauvais quart d'heure récemment dans les médias parce qu'elle a parlé de la non-mixité à la piscine où elle était de son immeuble. Et là, les gens commençaient à dire « Oh, elle a 89 ans, elle doit approcher de la sénilité, cette pauvre femme. » J'ose pas dire notre Jeannette Bertrand nationale, mais je le pense parce que pour moi, c'est un modèle important qui a fait avancer le Québec et les droits des femmes. Et on a dit aussi qu'elle était xénophobe, etc. Quelle est la réalité? Bien, Jeannette Bertrand ne se trompait pas. Jeannette Bertrand, elle n'avait peut-être pas le mot non-mixité et ségrégation sexuelle, mais elle a parlé d'exemples concrets qui traduisaient justement le problème de non-mixité. Alors, première chose qu'on a vue, moi qui m'a alertée avec la question de la laïcité, c'est quand j'ai appris que la Commission des droits de la personne du Québec, toujours elle, qui, quand un juif assidique, moi là, quand je vais passer un examen de conduite, je ne veux pas que ce soit une femme qui soit l'examinatrice. Eh bien, si quelqu'un avait dit, moi je ne veux pas que ce soit un noir, est-ce que la Commission des droits de la personne aurait accepté? Heureusement que non, et ce ne serait même pas rendu, les gens auraient dit, il n'en est pas question, ici on ne pratique pas la ségrégation raciale. Est-ce que la ségrégation sexuelle est moins pire que la ségrégation raciale? Moi, je la pense aussi pire, mais en plus,
quand des organismes comme la Commission des droits de la personne, qui a démonisé la charte, a dit que c'était terrible, elle accorde que oui, pas grave, ça, ce problème-là, on va l'accorder. Eh bien, là, je me pose la question. Oui, on a besoin, je pense, éventuellement, on va en parler, de balises. En plus, on m'a raconté qu'il y a des demandes actuellement pour ne pas être obligé de serrer la main d'une femme. Alors, il y a une croissance dans les demandes. Après ne pas avoir une examinatrice, on est rendu, on ne veut pas serrer la main d'une femme. Il y a des ségrégations aussi dans des réunions politiques. Des hommes politiques acceptent d'aller dans des mosquées, dans des centres culturels où les femmes et les hommes sont séparés et même des fois inexistants. J'ai vu un politicien du NPD qui a fait ça dans une mosquée du boulevard Laurentien où il n'y avait que des hommes, puis il trouvait ça normal d'aller se présenter. La même chose, vous allez avoir la même chose. Ici, c'est Amir Kadir qu'on voit dans une assistance où il est sur le côté des hommes, et puis vous avez de l'autre côté que les femmes. Alors, il était d'ailleurs dans un centre culturel où l'imam est justement très proche, défend, partisan de la révolution de l'ayatollah Khomeini en Iran. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il aurait accepté, Amir Kadir, d'aller dans une salle où les Noirs étaient d'un côté puis les femmes de l'autre? Oh, il aurait peut-être vu, oh mon Dieu, un risque d'être accusé de racisme. Et là, est-ce qu'il y a un risque d'être accusé de sexisme? Je pose la question. La fameuse piscine de la pauvre Jeannette Bertrand qu'on a démonisée, eh bien oui, c'est une réalité à Montréal. Alors, il y a des heures de baignade non mixtes. La ségrégation sexuelle se pratique à la piscine publique de Côte-des-Neiges. C'est installé. Pas juste pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Il y a des heures de baignade. Exemple, s'il y a des écoles non confessionnelles qui viennent, eh bien, il faut trouver aussi une monitrice ou un moniteur du même sexe que les enfants. Pas de mixité non plus. Donc, vous voyez le problème de gestion. 1 heure, c'est une femme. Là, whoop, whoop, il faut qu'on trouve un homme. Whoop, il faut qu'on trouve une femme. Et quand c'est des hommes qui ne veulent pas de femmes et qu'on ne trouve pas d'hommes moniteurs, eh bien, la femme, elle doit se couvrir. Elle ne peut pas être habillée comme avec ses autres vêtements comme le restant. Elle doit faire un spécial et se couvrir davantage. Ça, c'est la réalité. J'ai vérifié hier, c'était toujours la norme et c'est toujours la norme à la piscine du centre Côte-des-Neiges. Tout le monde, donc, il y a une ségrégation sexuelle. La même chose dans les universités en Ontario et en Saskatchewan. Et c'est sorti, ça, il y a 1 mois et demi, à peu près 2 mois. Une université York, Toronto, où on le demande, puis Regina pareil. L'université Regina même, il y a un programme pour l'enseignement de l'anglais langue seconde avec l'Arabie saoudite. Donc, il y a beaucoup d'étudiants d'Arabie saoudite et certains ont demandé que dans les classes, il y a une partie des filles dans la classe à l'université, puis une partie soit les garçons, complètement séparés. Et ça se pratique. Même, il y en a qui ont demandé d'avoir une exemption à l'Université York, avoir une exemption d'en faire un travail avec des filles. D'autres ont demandé qu'ils n'aient pas à faire un travail sur le thème du travail, c'était le leadership féminin. Le gars ne veut pas faire de travail là-dessus, veut être exempté. Le professeur refuse et l'administration l'impose, dit que oui, il doit le faire, parce que la Commission des droits de la personne de l'Ontario a dit, mais si les femmes ne sont pas au courant, vous voyez, ça ne fera pas de problème. Vous pouvez exempter du moment que les femmes ne le savent pas. Bon, bien là, on le dit, OK? Oui, il faut être au courant. Donc, qui est-ce qui fait les chicanes? Est-ce qu'on doit gérer pour empêcher les chicanes ou bien si gérer, poser les questions, c'est ça qui fait chicane. Moi, je pense qu'elle existait. Mais la non-mixité, en quoi Jeannette Bertrand pouvait-elle être inquiète? Oui, elle avait raison. Et là, je voudrais faire intervenir, je vais vous citer un petit peu parce que c'est un article qui était formidable, qui était de la sociologue Yolande Géda, qui est d'origine égyptienne, et qui parlait justement de toute cette non-mixité dans les piscines et autres. Elle a dit que c'était lié au contrôle social des femmes par les hommes de leur famille, souvent justifié par le concept d'honneur. C'est une spécialiste du crime d'honneur.
Or, le réaménagement de l'espace public, même à faible échelle, pour répondre au principe de non-mixité, contribue à créer les conditions favorables au contrôle social accru des femmes. Donc, non-mixité, ça favorise le contrôle social avec des conséquences. Elle dit, lorsque le principe de non-mixité est accepté et qu'il oriente l'organisation sociale de l'espace public, il devient plus facile d'imposer des exigences à des femmes de certaines communautés, des restrictions. Et plus il y a de restrictions, elle dit, plus il y a d'interdits, plus le risque arrive de transgression, donc des mesures de compensation ou de punition aussi pour les femmes. Donc, possibilité de crime d'honneur. Elle dit que la famille Chafia n'est que la pointe de l'iceberg. Elle dit que le refus de la mixité dans l'espace public commun émane de cette logique interne qui ouvre la porte à une chaîne de conséquences négatives pour les femmes. Donc, est-ce que c'est des gens intolérants qui disent on ne devrait pas accepter les baignades non mixtes? Eh bien, ce n'est pas de l'intolérance, ce n'est pas de la xénophobie, c'est de la protection contre certaines femmes vulnérables de certaines communautés. Est-ce que vous saisissez? Mais souvent, on présente « t'es donc intolérant, qu'est-ce que ça peut bien déranger? Juste quelques heures, voyons. » Ça s'installe, ça s'en va dans les universités et ça s'en va même à l'école dont je vous ai parlé où on jetait la nourriture dans le quartier ici. Eh bien, une éducatrice voilée qui surveille l'heure du repas, elle a pris l'initiative, donc dans ce quartier-ci, de faire une table pour les filles et une table pour les garçons, les séparer. Pendant que je vous parle, peut-être, l'heure du dîner est passée, là, mais c'est exactement ça qui arrive. Ça, c'est sans compter les mesures qui arrivent, qui est demandé des certificats de virginité. Donc, on augmente les choses. Certificat de virginité, que les médecins se font demander aussi des réparations de l'hymen parce que la jeune fille est obligée elle va se marier puis elle doit être vierge, un certificat plus une opération, et sans compter les mutilations génitales dont j'ai parlé et que certains partisans de la laïcité ouverte comme M. Daniel Weinstock, j'ai entendu dans une conférence, il était d'accord avec une excision partielle, limitée, etc. Eh bien, je me dis jusqu'où on va aller? Où on va aller. Et surtout, est-ce que ce n'est pas un recul par rapport à nous? Pourquoi ça nous choque tant? Bien parce que notre histoire, d'où on vient, c'est notre historique, fait que oui, on est un peu dérangé par ça. Effectivement, il y a une longue marche des Québécois et des Québécoises. D'où on vient? Bien, on était un Québec, vous le savez, je ne vous apprends rien, mais il y a des gens plus âgés aussi, des fois, dans les salles. Donc, on vient d'un Québec traditionnel qui était centré sur la paroisse, dominé par le trio curé, notaire, médecin, qui emmenait assez large. La femme était soumise à son père ou à son mari. Les services sociaux les hôpitaux, les écoles et autres, étaient assurés par des communautés religieuses qui avaient beaucoup d'emprise. Tout ça a changé beaucoup à mesure que les Québécois se sont distancés, ont fait la faveur, une marche pour la démocratie, le droit de vote des femmes, la déconfessionnalisation de nos institutions public, également pour l'égalité des femmes avec les hommes. Et tout ça a brassé, et tout à l'heure, j'ai vu que la semaine prochaine, ça va être sur le refus global. Le refus global a été très, très important dans cette marche du Québec. Effectivement, pour sortir du Québec traditionnel, le refus global a amené justement à essayer de faire rompre, entre autres, l'emprise du clérical sur l'art, mais sur l'ensemble de la société. Alors, avec la Révolution tranquille, les institutions publiques, vous savez, ça fait quoi, une cinquantaine d'années que tout ça s'est passé, alors elles ont changé. Et on est arrivé à un nouveau contrat social. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Révolution tranquille? Quel contrat social s'est arrivé? Il est arrivé que les religieuses et les religieux sont aperçus qu'il fallait qu'ils s'ouvrent. Même si ça ne faisait pas toujours leur affaire, on leur a dit la société a changé, il faut vous adapter. Et ces religieux, ces religieuses ont fini par s'adapter assez rapidement. Ils ont enlevé leurs signes religieux pour pouvoir s'adapter
à la nouvelle clientèle, c'est-à-dire des gens, des Québécois de souche, qui avaient d'autres conceptions que d'être autour du curé, de la paroisse et tout ça. Donc, s'ouvrir à d'autres façons de voir. Ils sont mis à penser à la notion de liberté de conscience, que ce n'était pas quelque chose, une horreur, que chacun a le droit à penser et à avoir ses croyances, ses convictions spirituelles. Et également, on s'est mis à avoir plus d'immigrants, donc on s'est mis à dire il faut être accueillant à toute cette diversité qui vient d'ailleurs et qui vient d'ici, du Québec. Et ça a donné en 1997 une autre date importante dont on n'a pas parlé. Vous savez, quand on a fait la bataille contre le crucifix à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que c'est ça que cette bataille-là? Eh bien, en 1997, les chrétiens du Québec ont accepté quelque chose assez gros, mais on n'en a plus parlé après. Ils ont accepté de perdre des privilèges constitutionnels, d'avoir des commissions scolaires confessionnelles pour les transformer en commissions scolaires linguistiques. C'est pas rien, ça. Donc, les chrétiens catholiques ou protestants ont dit on renonce à ça pour accueillir toute cette diversité. Donc, les Québécois, à la fin du 20e siècle, ce pas des gens qui sont bornés, xénophobes et autres, pas du tout. C'est des gens qui s'ouvrent à la diversité des croyances et des convictions et qui disent la liberté de conscience, c'est quelque chose d'important. Mais à la fin des années 90 aussi, c'est le moment où arrivent beaucoup de demandes, de plus en plus de demandes d'accommodement religieux. Et ça a mené en 2007, 27 janvier 2007, donc il y a à peine 7 ans, le Code d'Hérouville. Ah, ça fait scandale. Hérouville, en Mauricie. Il publie un code de conduite où il dit « C'est interdit dans notre municipalité de lapider les femmes, les brûler vives, pratiquer l'excision. C'est pas permis dans notre... » Imaginez donc, il était bien conscient que ça n'existait pas beaucoup, que ça prendrait beaucoup de temps avant de se rendre dans la petite municipalité d'Hérouville. Mais ils ont attaché, comme on dit, attaché le grelot, c'est-à-dire qu'ils ont fait des liens entre la laïcité, la défense des droits des femmes et la question de l'immigration. Donc, eux ont posé ça. Moi, j'aurais posé ça autrement qu'en liant, oui, la question de la laïcité des droits des femmes, je suis d'accord avec eux, mais lier ça à la question de l'immigration, c'est là que ça a commencé, on dit au Québec un chirage en termes populaires, mais une sorte de dérive en tout cas. Et ils ont dénoncé les accommodements déraisonnables et le multiculturalisme canadien. Tout de suite après, un mois après, ça a fait un tel tollé que le ministre Jean Charest annonce qu'il va faire la commission Bouchard-Taylor en 2007, février 2007. Donc, M. Bouchard et M. Taylor, deux philosophes et sociologues, historiens, mais ils n'ont pas cru bon d'avoir nommé une femme parce qu'il semblait... Pourtant, ça tournait toujours les accommodements autour des femmes, mais ils n'en nomment pas. Mais en tout cas, mais ce qui est important, c'est qu'à partir du 8 février 2007, en annonçant la commission Bouchard-Taylor, M. Jean Charest, il s'est mis tout de suite avec une déclaration solennelle. Et je veux vous la lire parce qu'elle est importante. Il dit qu'il y a 3 valeurs. C'est de la tradition depuis 20 ans au Québec, donc en 2007, ça fait donc maintenant 20 ans actuellement, où les 3 valeurs qui ressortent, 3 valeurs qu'on dit ça, là, c'est prioritaire pour le Québec, c'est non négociable. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré le 8 février? C'est un parti libéral, hein, M. Jean Charest, on ne l'a pas oublié. La nation du Québec a des valeurs solides, dont, entre autres, l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français, la séparation entre l'État et la religion. Ces valeurs sont fondamentales. Elles sont à prendre avec le Québec. Elles ne peuvent faire l'objet d'aucun accommodement. Elles ne peuvent être subordonnées à aucun autre principe. Ça fait partie de notre histoire il y a 7 ans. Vous voyez, la charte qui se dit la charte des valeurs s'inscrivait dans la suite de cette déclaration du Parti libéral. Donc, ce n'est pas propre au Parti québécois. Ça dépasse les partis. Et vous allez avoir, quand il va arriver justement dans cette suite, va arriver en 2013, ça je pense que je ne vous apprends rien, on approche de la réalité d'aujourd'hui, la charte des valeurs. Cette charte des valeurs
justement, elle se greffe aussi sur des avis importants du Conseil du statut de la femme. Ce Conseil du statut de la femme s'appelle justement, c'est un organisme gouvernemental qui voit à guider le gouvernement. Cet avis qui date de 2011, mars 2011, donc ça date de 3 ans, affirmer la laïcité, un pas de plus vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. C'est ça la continuité, ça c'est dans notre histoire. Vous avez d'ailleurs un résumé de ce document, j'en ai mis quelques-uns à l'avant, vous pourrez venir chercher, c'est gratuit. Et puis, cet avis, c'est celui-ci, il y en a aussi quelques exemplaires à donner. Je peux vous dire que là-dedans, il y a un chapitre extraordinaire sur tous les liens entre la religion et la situation des femmes à travers l'histoire, à travers les cultures. C'est très, très riche, avec toute une analyse très fine de la question de la laïcité. Donc, ça a été fait en 2011. Bien avant que le Parti québécois ait été élu. Vous voyez que c'est un projet de société qui est là dans notre histoire depuis très longtemps. Et là, donc, ce phénomène, et vous allez avoir, suite au projet de loi, vous allez avoir également le rassemblement qu'on a initié, rassemblement dont je suis coordonnatrice aussi, Rassemblement pour la laïcité. Il y a une pétition qui a été faite et beaucoup de personnalités, dont vous voyez Guylaine Tremblay, Gilles Vigneault, des professeurs, Régent Thomas, le médecin Régent Thomas, beaucoup d'acteurs aussi ont signé. Donc, journalistes et autres ont dit, nous, on appuie ce projet-là. Alors, vous pouvez aller sur le site du rassemblement, vous avez l'adresse laïcité.org sur un des documents qui vous a été passé. Alors, donc, il y a eu tout un mouvement d'appui, parce qu'il y avait tellement d'accusations que je ne sais pas si on peut dire que Gilles Vigneault est raciste et xénophobe, mais j'ai l'impression que non. Hein? Et beaucoup de ces gens, je pense que c'est plus difficile de dire. Mais des gens comme moi, inconnus, c'est facile de dire qu'ils sont xénophobes, les gens ne me connaissent pas. Alors, tandis que c'est plus difficile. Alors, c'est juste pour vous dire que oui, il y a eu un mouvement d'ensemble du Québec pour dire oui à la laïcité. Vous avez eu également, donc, principe rassembleur, vous avez eu également PDF Québec qui a été fait en 2013, justement, pour dire, alors vous allez avoir aussi, si ça vous intéresse, un dépliant, si ça vous intéresse, ça dit pourquoi exactement, puis vous allez le voir, une des raisons un peu plus tard, quand je vais parler, entre autres, toute la question du niqab, qu'est-ce qui est arrivé et en quoi PDF Québec a dit, ça suffit. Il va falloir qu'on mette un point sur la dérive des droits des femmes, parce que j'en ai montré quelques éléments, mais je ne vous ai pas tous montrés. Alors donc, la mémoire collective, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ce n'est pas un projet électoral, la laïcité, c'est un projet de société qui concerne l'avenir de nos enfants, l'avenir, même si on n'est plus âgé, l'avenir donc de la future génération, savoir si on va vivre dans des ghettos ou si on va vivre en harmonie les uns avec les autres, puis on va être capable de se parler. Alors, mon autre point, ça va être la question de où en sommes-nous actuellement? Donc, faire le point. On a vu d'où on vient, où en sommes-nous? Puis après la pause, on va voir l'avenir, le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Donc, où en sommes-nous? Nous sommes dans une société qui est de moins en moins homogène. Hein? Je vous l'ai mentionné. Je vous ai présenté un tableau rapide que j'ai fait sur les migrations sont de plus en plus importantes dans le monde. Donc, ce n'est pas spécial au Québec, c'est partout. En Afrique, ils sont plus nombreuses, en Asie, partout, il y a plus de migration. Même, il y en a plus dans le monde, dans l'ensemble, qu'en Amérique du Nord. Donc, ils ne viennent pas tous en Amérique du Nord. Même si on dit, ils sont tous rendus chez nous. Non, pas du tout. C'est partout sur la planète où ça migre. Donc, il y a des brassages de population. Plus spécifiquement, si on compare un tableau que je vous ai dressé, le Québec. Vous voyez, comment on peut lire une 50aine de mille d'immigrants à peu près par année au Québec. Ça, c'est l'équivalent de la ville de Saint-Hyacinthe à tous les ans qui nous arrivent au Québec, juste au Québec. Qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens? Comment on va faire ça intelligemment, en harmonie? Alors, ça veut dire que nous, on est à peu près pour 1000 habitants au Québec, il y a 6,5, on va faire comme le sous, on va dire 7, hein, on arrondit.
7 immigrants pour 1000 habitants. Au Canada, 7,2. En France, 3 fois moins que nous, 2,2. 2 personnes. 2 immigrants pour 1000. Aux États-Unis, 3 pour 1000. Alors, vous voyez qu'au Québec, on est parmi les taux les plus élevés. Alors, vous voyez qu'il y a un problème particulier. On n'invente rien, les chiffres parlent. Et il ne faut pas se boucher les yeux puis dire, bien, il n'y en a pas de problème, mais voyons donc. Oui, il y en a un. D'autant plus que les mesures d'accommodement sont trop restreintes. Les mesures, excusez-moi, d'intégration sont trop restreintes. Les mesures d'intégration linguistique, on coupe dans les budgets pour la francisation, on coupe aussi dans les budgets d'aide, l'intégration économique, on coupe là-dedans. Et pourtant, il y en a des moyens pour faire ça intelligemment. Ça ne veut pas dire on veut mettre des immigrants dehors, pas du tout, mais les accueillir intelligemment. Les accueillir de façon où on va voir qu'ils vont s'intégrer à notre culture. Et la laïcité fait partie des éléments qu'on va voir qui font qu'on met des règles de fonctionnement dans l'ensemble. Alors, vous allez avoir dans des moyens, eh bien, il y en a des moyens. Entre autres, il y a eu, en 2012, donc ça fait 2 ans, il y a eu les États généraux des femmes immigrantes et racisées, immigrées et racisées. Okay? Et ils ont essayé de voir qu'est-ce que c'est qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait un plan d'action en mai 2012. Alors, vous voyez ce plan d'action qui est formidable, c'est tout un tableau avec plein de mesures. Il y a des moyens. Mais ce qui est intéressant dans ce plan, c'est qu'il n'y a aucune demande d'accommodement religieux, comprenez-vous? Alors que pendant tout le débat sur la charte, on n'a entendu que des femmes, des hommes qui disent qu'il faut les accommoder pour arriver à les intégrer. Eh bien, les femmes immigrantes, immigrées et racisées, ils font des états généraux puis ils demandent 0 accommodement religieux. Bien, je me demande bien qui les demande. Si les femmes qui sont concernées ne les demandent pas, peut-être qu'il y a des intégristes qui le demandent. Et là, il va falloir dire les vraies choses. Alors, j'en suis juste à établir. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de faits, je suis sûre qu'il ne vous a pas été dit pendant le temps de la campagne électorale. Alors, de quoi on a débattu? Eh bien, et de quoi on aurait fallu qu'on débatte? Bien, c'est de ça que je veux parler. Pourquoi? Parce que ça amène des dangers, tout ça. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène des surenchères. Ça amène des ghettos. Alors, les surenchères, quelle forme elles prennent? Alors, je vais vous amener à l'autre diapositive. C'était un article qui est paru au mois de mai 2013, c'est bien ça qui est écrit. Mai 2013, Monseigneur Lépine, le nouvel archevêque de Montréal, qui dit « Bon, les églises vides, il y avait comme un début de discussion pour que ça devienne des CPE, des centres de la petite enfance. Et puis parce qu'ils sont inoccupés. Eh bien non, on ne veut plus les céder au CPE, au centre de petite enfance. On veut les garder pour faire des garderies catholiques. Parce que les autres ont des garderies juives hassidiques, ils ont des garderies musulmanes, ils font du prosélytisme. Nous aussi, on veut en faire. On veut que ces garderies-là soient catholiques. Est-ce que vous comprenez que et là, c'est la surenchère. Donc, est-ce qu'on va arriver avec des garderies après bouddhistes, sikhs? Vers quoi on s'en va? Des Amérindiens d'un bord, des Québécois de souche, qu'on dit Québécois de souche d'un autre bord, des musulmans de leur bord. On s'en va vers des ghettos si on n'arrive pas à un territoire commun et neutre. Vous saisissez l'enjeu? Donc, la surenchère et les ghettos nous guettent, je dirais, sans mauvais jeu de mots. Et la question que ça pose, on en est où actuellement? On en est dans des débats. Et ça n'a pas beaucoup paru, mais pourtant, quand on va dans des conférences, quand on lit des documents, c'est toujours ça qui paraît. C'est la question de la hiérarchisation des droits. Hiérarchisation des droits, ça veut dire en langage commun, est-ce qu'il y a des droits qui vont être au-dessus des autres ou ils sont tous pareils? Alors, d'où ça vient cette notion? Cette notion vient... La liberté, donc la Charte des droits et libertés de la personne qui a été adoptée en 1975, il y a un article, l'article 3, qui dit quoi?
il dit que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, réunion et liberté d'association. Vous remarquerez que dans les libertés fondamentales, il n'y a pas le droit au travail. On va y revenir. Okay? Donc, et ce pourquoi je vous présente ça, c'est qu'on dit qu'en théorie, ça doit être tout est égal, qu'il n'y a pas de hiérarchisation. M. Bouchard, je l'ai entendu dire ça plusieurs fois, le Parti Québec solidaire, la Fédération des femmes du Québec, il parle le Parti libéral, ils parlent tous qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Et pourtant, oui, il y a une hiérarchisation de fait qui s'installe. Regardez la question de la liberté d'expression. Eh bien, excusez-moi, il y a un article de la loi de la fonction publique, l'article 11, qui dit que, excusez-moi, qu'on va limiter la liberté d'expression pour les convictions politiques. Alors, imaginez la dernière campagne électorale. Vous avez vu comment c'était émotif? Si en plus, il y avait eu des médecins, des juges, des policiers qui s'en viennent faire une contravention avec « Oui, je suis pour la charte. Non, non, charte raciste. » Ils ont le droit à leur conviction. Imaginez-vous, la paix sociale, déjà, c'était menacé. Alors, heureusement, il y avait des limites qu'on a considérées raisonnables, de dire que cette liberté d'expression pour les convictions politiques, on va les suspendre, pour quand c'est un employé de la fonction publique. Eh bien, est-ce que vous croyez, vous avez vu l'émotion autour, les conflits autour des signes religieux, imaginez des employés de l'État, bien, c'est pour moi la même logique. Si on trouve raisonnable de limiter le droit d'expression, c'est la même chose pour la liberté de religion. Pour l'employé, ça n'empêche pas sa liberté de religion, ça n'enlève pas sa religion, ça ne menace pas sa religion. Sauf que ça assure un terrain neutre où les gens vont pouvoir parler les uns avec les autres. Est-ce que vous saisissez? Où il va y avoir une séparation et que l'employé va pouvoir exercer son métier, son travail, entrer en relation avec le citoyen en respectant le citoyen. Mais depuis la Cour suprême, on est arrivé à un super droit au-dessus de tous les autres, et c'est la liberté de religion. Au-dessus de la liberté de conscience, au-dessus de toutes les autres libertés, la Cour suprême a créé une dérive qui ouvre la porte, surtout quand elle a dit que c'est la croyance sincère, elle ouvre la porte à toutes sortes d'accommodements. Et on n'a pas fini d'en voir. Donc, jeudi passé, je disais à des journalistes que oui, ça va revenir, le problème. Bien, 6 jours après, aujourd'hui, on le voit déjà pour des questions quand même assez graves. Est-ce que des médecins vont coudre des vagins de femmes parce que la femme est consentante et que le mari veut s'assurer que sa femme entre des accouchements et que ce sera juste lui qui va contrôler cette femme-là. Alors, ça pose des questions morales drôlement éthiques et morales. Je voudrais revenir avant la pause, prendre 5 minutes pour vous parler de la fameuse commission Bouchard-Taylor. Depuis, vous savez, c'est le tableau que je vous ai présenté, un papier. Depuis la commission Bouchard-Taylor, tout le monde se positionne pour ou contre. Naturellement, on voit M. Bouchard et M. Taylor, tout le monde en parle. Et puis, tout est tout en surface, bien, comme beaucoup de sujets, tout le monde en parle, mais on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça vient faire. Alors, le sociologue Guy Rocher, qui est un des pères de la Révolution tranquille et qui, à 89 ans, a toute sa tête, tout comme Jeannette Bertrand, et qui a parlé de rupture dans notre continuité de notre société. En quoi Bouchard-Taylor est une rupture? Il a demandé 2 choses, entre autres. Il a dit « retirer les signes religieux des institutions publiques ». Alors, qui avait des signes religieux des institutions publiques? Bien, c'est des crucifix, entre autres. OK? Ça n'implique pas les croix de chemin, par exemple. Ce n'est pas dans les institutions, c'est dans l'espace public. Mais dans les institutions de l'État, entre autres, les hôpitaux, les écoles, retirer
les signes religieux, donc retirer le crucifix des écoles, parce qu'on disait que c'était pour influencer les enfants en bas âge qui pourraient être influencés. Mais grande incohérence de M. Bouchard et Taylor. Par contre, il dit, les signes religieux sur les personnes, ça pourra continuer. Ce qui est bizarre, c'est que les chrétiens n'ont à peu près plus de signes religieux qui portent sur eux. Il en reste quelques-uns de perdus sur leur mur. Et qui est-ce qui a rentré dans les écoles, par exemple? D'autres religions qui ont leurs signes religieux sur eux. Il a dit, OK. Alors, mais il voulait faire des exceptions. Des exceptions pour les employés. Donc, Bouchard-Taylor a proposé des exceptions pour les employés de l'État qui sont en position d'autorité, comme les juges, les policiers, les gardiens de prison, les procureurs, le président de l'Assemblée nationale. Bon, retirons le crucifix de l'Assemblée nationale, retirons sur la tête, mais les individus pourront en porter des signes religieux. Alors, imaginez l'enfant, pensez-vous qu'il a regardé beaucoup le crucifix dans la classe? Pas beaucoup. Il regarde son professeur. Et quand son professeur porte des signes religieux, ce signe religieux, tout à coup, pour Bouchard-Taylor, oh non, c'est devenu neutre. Mais sur la tête d'un policier, ça, c'est grave. En quoi le professeur qui est proche des enfants, que le professeur est compétente, elle aime les enfants, ça n'enlève rien, l'enfant l'aime, c'est son modèle. Elle lui transmet des signes. Et quels signes elle lui transmet? Elle lui transmet qu'un voile, c'est le cas du voile, qu'un voile, c'est un peu pour les féministes québécoises un recul. Vous savez, dans le temps, les femmes qui étaient violées, elles étaient coupables et responsables d'avoir provoqué le violeur. Elles n'étaient pas habillées de la bonne façon, peut-être pas coiffées de la bonne façon, maquillées. Oh mon Dieu, elle était maquillée. Elle n'était pas au bon endroit, elle n'était pas à la bonne heure. Elle n'avait peut-être pas un passé irréprochable de virginité, mettez-en, on faisait quasiment son procès à elle. Ça, c'est fini, ça. C'est le violeur qui est responsable. Mais le voile nous fait reculer. Pourquoi? Parce que c'est un signe sexiste sur la tête des femmes seulement. Donc, les hommes, je n'ai pas vu beaucoup qui en portaient. Donc, il est bon juste pour un sexe. Et quel message il envoie? Il envoie que c'est la femme avec ses cheveux qui provoque le désir de l'homme. Un peu comme dans le temps du viol. Eh bien, les féministes disent, « Oups, on recule ». Oui, je pense que nous reculons, et ça veut dire un signe, et au moins ne pas donner ce signe aux enfants qui, eux, vont répéter, et deux éducatrices d'origine syrienne m'ont témoigné, m'ont envoyé une lettre parce qu'ils disent, là, nous sommes dans nos écoles, surtout à l'école primaire, quand il y a des enfants qui posent la question, pourquoi vous portez un signe sur votre tête? Eh bien, la femme répond, bien, c'est parce que je suis obéissante à Dieu, pour ne pas aller en enfer, mais aller au paradis, pour faire plaisir à mon mari. Ça, c'est le genre de réponse qu'on donne aux enfants. Parce que je suis pure. Et là, le petit enfant, le témoignage de l'éducatrice, le professeur d'origine syrienne, c'est de dire, le petit enfant est allé voir sa mère et la mère était épeurée parce qu'elle s'est fait dire par l'enfant, tu n'es pas pure, toi, tu n'as pas de fichu, de foulard sur ta tête, tu n'as pas de hijab sur ta tête. Alors, vous voyez que le signe n'est pas neutre et que ça influence les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, 2 poids, 2 mesures, effectivement. Pour les employés qui sont supposés d'être des policiers et tout ça, c'est supposé d'être pas neutre, le signe, mais sur la tête d'une éducatrice, ah bien, ça devient neutre. Je me demande quel genre de logique on peut expliquer. Et ce que ça a fait un grand repli identitaire chez les Québécois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont vécu ça? Les Québécois, ils ont dit, nous autres, vous retirez tous nos crucifix. On s'est départis des signes religieux pour accueillir tout le monde. Et là, vous nous demandez d'accueillir les autres et en plus d'enlever notre crucifix. Alors, ce que ça fait, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle en termes sociologiques une crispation identitaire, un repli. Ils ont dit, ce crucifix-là, je le veux. Tu ne vas pas me l'enlever, au moins celui-là. Vous comprenez? Peut-être. Et moi-même,
Je ne savais même pas qu'il y avait un crucifix parce que les caméras ne le montraient pas. Je n'avais pas remarqué. Combien de personnes, avant que ça fasse une crise identitaire, ce crucifix-là, avaient remarqué qu'il y en avait un à l'Assemblée nationale? Non, mais maintenant, tout va autour du fameux, le pauvre petit crucifix. On y tient, non, on veut l'enlever, etc. C'est devenu une source. Pourquoi? Parce que les gens, les Québécois, ont senti qu'il y avait un deux poids, deux mesures, qui n'était peut-être pas respecté et qui se défendent peut-être avec un crucifix qui n'est peut-être pas à la bonne place. Moi, je croirais qu'il n'est pas à la bonne place, mais surtout pas pour les raisons que beaucoup de gens pensent. Je voudrais terminer, avant de passer au futur, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose d'important. C'est toute la question de la protection des enfants, entre autres à l'école. Ça me préoccupe particulièrement, étant grand-mère de 3 petites filles et 3 petits garçons. Ça me préoccupe parce qu'à l'école, vous savez, les professeurs, le personnel scolaire, les éducatrices aussi en garderie, agissent souvent comme des intervenants de première ligne. Souvent, ils réfèrent à la DPJ, à la Direction de la protection de la jeunesse, les cas qu'ils trouvent qui peuvent être problématiques. Qu'est-ce qui va arriver si dans une école, il y a une école qui a secondaire, mais il y en a aussi dans les écoles primaires, où il y a 12 femmes voilées? Ces femmes professeurs qui sont voilées, s'il y a dans leur classe des petites filles qui subissent des pressions communautaires, des futures petites filles Shafia ou autres, est-ce que vous croyez que ces petites filles vont aller se confier à leur professeur qui aurait un voile? Et pire, si elles ont un voile intégral, parce que ça, actuellement, l'état de la loi on ne peut pas l'interdire à une femme qui a un voile intégral qui enseignerait à nos enfants. C'est l'état actuel, vous comprenez? On disait que la charte était superflue, la charte de la laïcité était superflue, mais on est actuellement, une femme pourrait dire, vous me discriminez, et pour aller en Cour suprême, vous voyez, parce que j'ai un voile intégral, et c'est dans ma conviction sincère, et que je ne peux pas enseigner. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de parents qui aimeraient que leurs enfants soient là, ou ils réclameraient d'avoir un autre professeur? Qu'est-ce qui va maintenir, donner le plus le droit au travail? Mais ce que je pose comme question, c'est, si on laisse des professeurs avec des signes religieux, notamment avec un voile, est-ce qu'on ne vient pas d'enlever des intervenants de première ligne ou des intervenantes de première ligne parce que l'enfant n'ira pas les voir pour se dire qu'il y a des problèmes? Au contraire, le père, l'oncle, l'imam, etc., va dire, regarde, même ton professeur en porte, donc c'est normal que tu en portes. Même à un enfant, un parent qui disait, ma petite fille, elle n'aime pas beaucoup porter le voile parce que vous savez que c'est autour des menstruations, beaucoup. Alors, il a dit, bien, c'est parce que vous n'avez pas commencé quand tu étais toute jeune. Alors, donc, il y en a qui commencent, l'enfant a 3, 4 ans, 1 an, et ils portent déjà un voile, OK? Alors, ça doit être leur choix libre, ça, j'imagine. C'est peut-être des mauvaises langues. Alors, vous voyez cette question du niqab, justement. Alors, ça a été pris à l'automne passé. C'était une émission aux nouvelles. Il y a eu un feu à Verdun. Et puis, les pompiers, vous voyez, ils ont évacué des familles de l'immeuble. Mais ce qui est un bout qui a passé, qui m'a semblé assez étrange, c'est qu'on évacue de toute urgence, mais qu'on prend le temps de sortir la famille une fois que vous voyez la mère et la petite fille, qui a un niqab. Et les petites filles ont leur petit hijab, mais le niqab, j'imagine, c'est autour de 8 ans, 9 ans. C'est à peu près d'après la grandeur que je peux voir, la petite fille. C'est une ombre. Mais il ne faut pas l'interdire, c'est leur culture. Mais moi, je dis que oui, ça pose vraiment des questions morales sur cette question de la dignité des femmes. Et ça, Bouchard-Taylor ne fait que parler d'identification, de sécurité, de communication, mais la dignité des femmes, il n'y a personne qui en tient compte. Même pas dans le projet de loi du Parti québécois, on lui aura dit, nous voudrions que vous ajoutiez dans votre projet de loi 60 une autre raison importante, défendre la dignité des femmes. Eh bien non, il semble que non. Alors on dit souvent, mais on ne peut pas leur interdire parce que ces pauvres femmes sur la rue. Et vous voyez, ce n'est pas une question de laïcité, la question du voile intégral sur la rue, non. C'est une question de dignité des femmes. Et il y en a qui disent, ils vont être forcés de rester à la maison. Moi, je n'ai aucune crainte.
Si après 2 semaines, le mari est obligé d'aller mener les enfants à l'école, les chercher, les amener chez le médecin, faire toutes les commissions, après 2 semaines, on l'a réglé le problème. Vraiment, les gens qui insistent, non, ces pauvres femmes vont rester à la maison. Moi, j'appelle ça du chantage politique complètement irréaliste. Moi, je ne vois pas ces hommes-là qui vont faire toutes les tâches des femmes. Ils vont sortir. D'autant plus que j'ai encore plus de doutes. À la mi-décembre, j'ai lu un article du Courrier international. Et cet article, c'était sur l'islamisation en Tunisie. Et j'apprends qu'en Tunisie, imaginez donc, qu'en Tunisie, ils payent salaire les femmes pour porter le niqab, se promener dans les places publiques, faire de la propagande, 30 dinars par jour, l'équivalent de 13 €. Pensez-vous qu'il n'y a qu'en Tunisie où il y a des femmes qui se promènent l'été quand il fait chaud avec un niqab dans les places publiques puis qui font leur commission? Avez-vous une idée qu'il y aurait... Ben, en tout cas, je n'ai pas de preuves pour le Québec, mais j'ai des doutes. Alors, tout ça mis ensemble, écoutez, cette femme-là, on la sort d'urgence, il faut qu'elle mette ses gants, il faut qu'elle mette tout son niqab, OK? Eh bien, puis son mari, lui, ben, il sort, il n'a pas besoin de cacher son visage. Alors, vous voyez le problème, là? C'est tout, est-ce que les droits des femmes sont assurés? Eh bien, j'en doute. En plus, le droit international dit quoi? Le droit international, l'article 5 de la Déclaration universelle des droits humains de 1948. Écoutez, personne ne va la contester. C'est bien avant le PQ, c'est presque avant, c'est à peine autour de ma naissance, OK? Qu'est-ce que ça stipule? Ça dit que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je pense que cette burqa, puis ce niqab, ce voile intégral, c'est dégradant pour l'être humain, pour la femme tout spécialement. Alors, c'est une coutume barbare qu'on ne devrait pas accepter ici, jamais. En plus, le Canada et le Québec, en entériné tout ça, ont signé une convention internationale. Cette convention internationale, OK? D'ailleurs, les 3/4 des Québécois veulent l'abolition de la burqa. Alors, je ne suis vraiment pas un cas unique, hein? Je suis vraiment conforme aux tendances québécoises. Et si vous êtes, on vous dit quoi? Vous voulez enlever la burqa? Vous direz, oui, les 3/4 des Québécois aussi sont contre ça. Alors, donc, on est vraiment, pour une fois, je suis vraiment dans la moyenne, dans la normale, ça me fait du bien. CEDEF, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination faites aux femmes. Et ça dit, l'article 5A, parvenir à l'élimination des préjugés, des pratiques coutumières qui infériorisent un sexe sur l'autre. Donc, vraiment, on a un engagement international d'enlever toute pratique coutumière qui sont des stéréotypes et qui font de la discrimination. Est-ce que vous pensez que le niqab va être à part? On va dire, oh non, ce n'est pas une pratique discriminatoire. Je pense que oui. Alors, on a un engagement, on devrait dire non seulement ce n'est pas xénophobe de demander ça, mais que les 3/4 des Québécois, mais les 3/4 des Québécois sont d'accord avec quelque chose que le Québec s'est engagé en 1980 à faire respecter. Et plus personne n'en parle, même la Cour suprême n'en parle plus. Mais la Cour suprême s'est déjà trompée. Écoutez, en 1928, la Cour suprême était d'accord que la femme n'était pas une personne. Il a fallu que des gens aillent en Angleterre pour que la femme soit reconnue comme une personne. Alors, vous voyez, la Cour suprême peut se tromper. Hein? C'est pas de hier. Alors, comment on va gérer ça? Alors, donc, ce tableau présente la laïcité, point de vue que je représente, puis la laïcité d'accommodement, qui est le point de vue de M. Bouchard-Taylor du Parti libéral. Vous les voyez, tous ceux qui sont à droite là, du tableau, là, une des dernières cases, tous ceux qui sont d'un bord, tous ceux qui sont de l'autre, pour que vous reconnaissiez où est-ce que je m'inscris. Où est-ce que vous vous inscrivez là-dedans? Puis peut-être à vos familles, vos parents, vos voisins, parce qu'il n'y a que ça qui va faire changer les choses. Donc, la question, ce tableau, il pose la question qu'il y a 2 manières de gérer la diversité culturelle et assurer l'égalité de tous les citoyens.
OK? Donc, vous avez deux modèles très différents. La question que ça pose, c'est quelles sont les valeurs prioritaires? Est-ce que c'est la liberté de religion ou est-ce que c'est la liberté de conscience qui est plus importante? Liberté de conscience fait partie, la liberté de religion fait partie de la liberté de conscience, mais c'est plus large, la liberté de conscience. Alors, il faut voir qu'avant les années 2000, il y avait juste une laïcité, tout le monde s'entendait, tout le monde allait dans le même sens, il n'y en avait pas de chicane. Mais quand on a commencé à faire des accommodements, là, la chicane a pogné dans la cabane. Hein? On dit ça comme ça, la chicane est pognée dans la cabane, on dit au Québec. Hein? Alors donc, qu'est-ce qui a pu amener tant de conflits? Bien, le choix qu'on va faire, hein, on est là, on est devant une éventualité, là, l'avenir, comment on va l'assurer? Eh bien, ça va dépendre pour nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, quels sont les arguments de la laïcité qui accommode? Alors, vous les avez, c'est la colonne de droite. Les mots-clés, c'est ils parlent liberté-religion. Hein, ça, on l'a entendu beaucoup. C'est ma liberté, c'est ma religion, vous devez me respecter. C'est la position de Bouchard-Taylor, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. L'État est laïque dans ses institutions, mais pas les individus, sauf les exceptions dont je vous ai parlé. Donc, ce n'est pas important qu'il y ait une apparence de neutralité. C'est aussi le respect pour la laïcité d'accommodement. On parle de droit individuel et de choix personnel. C'est mon choix à moi. Même si ça fait reculer l'ensemble, c'est moi qui, comme ça, vous devez me respecter, moi. C'est une conception aussi qui est très dépassée dans la façon d'interagir les uns avec les autres. Et c'est une façon qui dit, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de coercition, on n'a pas besoin de mettre des interdictions. Il suffit d'avoir un dialogue interculturel, puis de la tolérance, et ça va bien aller. Moi, je dis que c'est la porte ouverte aux dérives et au recul. Au recul par rapport à nos institutions. Alors, avant, c'était les religieux, religieuses qui laissaient leurs signes religieux pour s'ouvrir et respecter les enfants, les citoyens, les parents, etc. Maintenant, on nous demande le contraire. C'est de ça que parlait la rupture du contrat social dont parlait le sociologue Guy Rocher. C'est-à-dire que maintenant, la société d'accueil doit s'adapter. Les employés, les citoyens doivent s'adapter aux employés de l'État et à leurs choix personnels et individuels. Hein, vous l'avez assez entendu, c'est mon choix. Bien, c'est ça, c'est mon choix. Et avant, donc, c'est bien clair, l'ancien contrat social au Québec, c'est l'employé qui s'adapte, qui respecte la liberté de conscience des citoyens, des enfants, des parents. Maintenant, c'est le contraire. C'est vous autres qui devez respecter les employés parce que la Cour suprême a décidé que les choix religieux, sans le dire, que les choix religieux étaient croyances sincères, individuelles, étaient au-dessus de tout. Et vers quoi on s'en va? Je pense qu'on n'a pas besoin juste de coercition. On a besoin de balises claires. On n'a pas besoin juste de se parler puis d'être tolérant, que les choses vont se calmer. Et où va la dérive? Alors, je voudrais que vous montriez, alors, quel choix de société qu'on fait pour l'avenir. Alors, la Fédération, hein? Il y en a qui m'ont demandé à la pause, est-ce que c'est par rapport à la Fédération des femmes du Québec, vous divergez? Oui, on diverge. Pourquoi? On a fondé une autre association féministe parce qu'il y avait des dérives à l'intérieur de la Fédération des femmes du Québec, comme en 2010, il y a eu un projet de loi 94 pour interdire le voile intégral, hein? Le burqa, le niqab. Et la Fédération des femmes du Québec, en mai 2010, ont présenté un mémoire où ils disaient, on est d'accord pour des raisons, vous savez, et même la Fédération des femmes du Québec n'a jamais évoqué la dignité des femmes. Alors, je me suis dit, qui va l'invoquer si les groupes qui défendent les femmes n'invoquent pas la dignité des femmes? Donc, je trouvais qu'il y avait déjà un commencement de problème, mais quand elles ont dit, le niqab et le burqa devraient être acceptés pour
Les éducatrices en garderie, en milieu familial, là, j'ai dit non, ça ne se peut pas, là. Vous vous souvenez tantôt la photo où les éducatrices se promènent en niqab? Bien, la Fédération des femmes du Québec trouvait que, oui, c'était acceptable, même que ce serait bon, ça les empêcherait de rester à la maison, etc. Alors, je me suis vraiment posé la question où on allait. Je me suis dit, on est en train de tolérer l'intolérable, d'accepter l'inacceptable. Alors, donc, vous avez eu des articles, quand ça a sorti en novembre, quand ils ont fait leur audition, ça a été partout dans les journaux, que la FFQ, Fédération des femmes du Québec, défend le port du niqab et de la burqa par les éducatrices en milieu familial. Alors, j'ai trouvé une caricature, je vous la soumets parce qu'à chaque fois, elle me fait rire. Je la trouve très drôle, montrer les incohérences de certains groupes féministes. Alors, vous voyez, alors ça a soulevé un tollé de protestation. Alors, vous voyez la FFQ en garderie avec sa burqa, vous voyez le petit grillage qui dit, en tenant une poupée Barbie, « Je refuse que tu joues avec ce symbole de l'exploitation et de l'asservissement de la femme. » Quand on fait un sujet aussi difficile, complexe, mais difficile et lourd par moment, on a besoin quand même d'en rire de temps en temps. Et ça, pourquoi servait cette petite caricature pour au moins, ouf, on respire un petit peu. Mais ça pose quand même quelque chose de plus grave. C'est que les cas par cas dans lesquels on s'en va vers donc de plus en plus d'irritants sociaux, de chicanes. Il y en a qui m'ont dit « Oh, à Noël, c'était effrayant. Les jeunes d'un bar, les plus vieux de l'autre. Puis là, les jeunes qui disaient « Vous autres, vous êtes dépassés, nous autres. » Bien, il y a des gens qui se disent ouverts, mais moi, des fois, j'appelle ça ouverts comme des portes de grange. N'importe quoi peut circuler là-dedans. Eh bien, est-ce que vers quelle société on s'en va? On ne peut pas tout accepter et surtout comprendre tout. Écoutez, on est actuellement, je ne sais pas si vous avez vu, il y a, pendant les élections, Mme Fatima Ouda-Pépin qui dénonçait à la télévision, c'est très dommage qu'elle ait perdu son comté, mais Mme Ouda-Pépin, entre autres, puis c'est apparu aussi dans les journaux, qu'en Angleterre, le barreau anglais, la Law Society, donnait des nouvelles directives aux avocats, notaires et autres pour la question des testaments, pour qu'ils adaptent les contrats, les testaments aux nouvelles normes de la charia. Et vous le savez que dans la charia, dans le Coran, les femmes reçoivent que la moitié de ce que les hommes reçoivent. Et on leur donnait maintenant, les avocats commencent à adapter les règles pour que la charia s'applique. Alors, vous voyez vers quoi on s'en va, les dérives de l'accommodement, pour moi, une laïcité d'accommodement, on s'en va vers l'acceptation de niqab. Il faut que je dise par rapport à la FFQ que suite au tollé, ils ont changé leur mémoire. Ils ont envoyé un mémoire amendé au mois de novembre, je pense que c'est le 16 novembre 2010, puis ils sont tellement dépêchés, les pauvres filles, qui ont oublié, c'était la recommandation 2, eh bien, ils ont enlevé la recommandation 2, puis là, maintenant, ça se lit recommandation 1, recommandation 3. Bon, alors, on appelle ça, ils ont fait ça très rapidement, il faut les excuser. Mais comment ça se fait qu'elles y avaient pensé au départ, alors que moi, année après année, j'étais membre de la Fédération, puis je leur ai dit que je n'étais pas d'accord. Elles recommencent tout le temps. Puis là, elles disent, non, nous sommes contre. Mais ce n'est pas une blague, elles étaient pour. Mais elles sont encore pour une certaine forme d'acceptation du niqab. Alors donc, on s'en va vers quoi? On s'en va vers un État non pas neutre, mais un État multiconfessionnel. Et ça pose des problèmes. Ça veut dire qu'à un moment donné, supposons dans une équipe de travail, il y a des gens qui vont dire, regardez, vous avez des voiles, mais vous n'avez pas de kippa. Il va falloir, parce que nous autres, on est sous-représentés. Est-ce qu'on va arriver à des quotas? Et il nous faut un cycle de service, une kippa, puis une femme voilée? Est-ce que les témoins de Jéhovah vont demander aussi d'avoir rentré aussi, qu'ils soient acceptés eux autres aussi? Est-ce que vous voyez l'ouverture? Bien, en Ontario, au lieu de faire comme au Québec une minute de silence, bien là, on ne parle pas du maire Tremblay, là, mais à l'Assemblée nationale, une minute de silence, l'Ontario a décidé que ce serait multiconfessionnel. Ils sont rendus à la récitation, quand ils rouvrent une séance, ils sont rendus à 7 prières.
8, 9, à mesure qu'il va y avoir, surtout que la commission, avec la décision de la Cour suprême, une prière d'un autre, des Raéliens, je ne sais pas quoi, qui vont demander la méditation sensuelle, eux autres. Qu'est-ce qu'ils vont... On s'en va vers quoi? Et s'il y a une secte de nudistes, alors je ne sais pas à quoi va ressembler la croyance sincère. Hein? Alors, vous voyez les dérives, là, j'ai mis ça exagéré, puis à peine. J'aurais pas pensé qu'il y aurait une société d'obstétriciens, gynécologues, qui aurait dit, bien écoutez, pour s'adapter, il faudrait peut-être penser éventuellement à recoudre les vagins des femmes à la demande du mari, puis quand la femme y consent. Alors, j'aurais pas pensé à ça la semaine passée, mais on dirait que la réalité dépasse la fiction. Et ça veut dire, ça, c'est un frein à la modernisation du Québec. Et on est rendu que quand on pratique un féminisme comme le mien, vous savez, un féminisme qui parle d'une égalité des femmes avec les hommes, que c'est le but premier du féminisme, une égalité donc femmes et hommes, on nous répond non. C'est un féminisme occidental, bourgeois, qui fait la promotion d'un féminisme donc impérialiste et colonialiste. Je peux vous dire que j'ai tombé à la renverse quand on m'a traité de ça, là. Je me suis dit, mon Dieu, où s'en va-t-on? Parce que va aussi arriver dans cette même tradition, bien, il faut changer notre féminisme, il faut s'adapter. Alors, il faut maintenant que les femmes soient égales en premier, non pas. La priorité n'est plus accorder l'égalité des femmes avec les hommes. Dans leur discours, c'est l'égalité des femmes entre elles. Moi, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Mais est-ce qu'on doit leur accorder la priorité sur l'égalité entre les femmes et les hommes? Et surtout les qualifier de féministes, de bourgeoises, occidentales, colonialistes et impérialistes. Il me semble que ça fait beaucoup d'invectives pour une seule personne. Et c'est le féminisme islamique qui devient à la mode. OK? Appuyé, et donc, elles ont un discours que ce n'est pas le problème, c'est l'interprétation patriarcale. Mais moi, j'ai lu le Coran, voyez-vous, puis je sais ce qu'il y a exactement dans le Coran. Alors, le problème aussi est dans le Coran, comme il est dans la Bible, comme il est dans la Torah et autres, la discrimination est dans les religions elles-mêmes. Et si vous avez des doutes, bien, allez voir le Conseil du statut de la femme, son étude de 2011, l'avis, vous allez avoir toutes les preuves qui pourraient vous manquer là-dessus. Alors, le modèle, quel autre modèle on pourrait apporter? Pour moi, il y a un modèle de laïcité qu'on dit laïcité sans adjectif, c'est une laïcité tout court, comme la justice. Qu'est-ce qu'on dirait? Une justice, mais une justice accommodante. Une justice où il y aurait des accommodements. Une justice ouverte aux accommodements. Est-ce que ça veut dire que la justice tout court est fermée, intolérante et honte? Mais non, c'est la justice. Elle n'a pas besoin d'adjectifs. Quand on commence à dire la justice ouverte, mais je pose la question, ouvert à quoi? Alors, ça n'aurait pas de sens, une justice ouverte aux injustices, mais est-ce que la laïcité ouverte aux accommodements religieux a un sens? Bien, il semble que pour certains, oui, mais pour d'autres, non. Et je dirais que la plupart des Québécois, les sondages ont montré que non, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Alors, le mot-clé dans cette façon de voir de la laïcité sans adjectif, ce n'est plus la liberté de religion, c'est la liberté de conscience. Et je vais reprendre les mots du mouvement laïque québécois, qui est un mouvement qui existe depuis les années 60, 80. Ça dit, dans leur mission du mouvement laïque, c'est de permettre aux croyants de toute confession et aux incroyants de vivre ensemble dans le respect mutuel, la liberté et l'égalité des droits de chaque citoyen devant la loi, à l'abri de toute forme de discrimination et de ségrégation. Donc, vous voyez, quand on dit que c'est des gens qui sont pour la laïcité, c'est des gens qui sont contre la religion, non, ils sont pour l'égalité, pour une séparation. Ça veut dire séparer le religieux, comme a dit Jean Charest en 2007 dans sa déclaration solennelle, c'est une valeur fondamentale au Québec. Okay? Alors, donc ça, c'est très important. La question, c'est qui va décider des lois pour l'avortement? C'est Monseigneur Ouellette, Monseigneur Lépine,
la Bible, le Coran, le Torah, ou c'est les lois votées démocratiquement? Vous voyez, c'est les questions qu'on a à se poser. Alors, ça ne veut pas dire, la laïcité, que c'est l'athéisme, pas du tout. Moi, je ne suis pas athée et ce n'est pas la promotion. Je serais athée que ce n'est pas ça du tout. La laïcité, c'est le respect de chacun, mais en ayant un territoire neutre où est-ce que chacun, on va pouvoir échanger, à cet endroit-là, soit l'école, les hôpitaux, on s'en va, on n'est pas agressé par, on n'a pas le choix, il faut aller passer un examen de conduite, et bien qu'on n'impose pas les opinions politiques, on n'impose pas les opinions religieuses aussi. Donc, c'est un projet de société et non pas un projet électoral. Ça demande un devoir de réserve pour les opinions politiques et un devoir de réserve pour les convictions religieuses et spirituelles. Un employé de l'État qui se promènerait, Dieu n'existe pas, oui, il pourrait brimer ceux qui sont croyants. Et je pense que ça n'a pas sa place. Et la même chose, des signes religieux, exemple, quelqu'un qui aurait une kippa sur la tête, on peut se poser la question, est-ce qu'il est conforme, est-ce qu'il, tous les jours, il répète la prière qui est recommandée de la Torah? Mon Dieu, je vous remercie de ne pas m'avoir fait femme. Alors, on se demande, est-ce qu'il est pour cette position-là ou pas par rapport aux femmes? C'est dans la Torah, jusqu'où il pratique. Alors, c'est pas neutre une personne qui porte une kippa, comme ce n'est pas neutre. Quelqu'un qui militait avec nous dans le mouvement, le Rassemblement pour la laïcité, qui est un juif pratiquant, qui était en faveur de la laïcité, et il pratique. Lui, le sabbat, tout ça, il pratique ça. Il me disait, je lui disais, oui, mais pourquoi il y en a qui veulent que la kippa soit... les professeurs disent, moi, je vais quitter mon emploi si je n'ai pas la kippa. Il dit, premièrement, là, Michel, la kippa, c'est pour faire des bénédictions et des prières. Il dit, moi, quand je fais mon travail comme employé de l'État, je ne fais pas des bénédictions et des prières, donc je ne suis pas obligé d'avoir une kippa. J'ai dit, alors pourquoi ils disent qu'ils vont quitter leur emploi si on les oblige? Il dit, c'est du chantage politique. Et ça, c'est ce jeune juif-là, qui est à peine dans la vingtaine, qui m'a dit ça, qui est un pratiquant. Alors donc, oui, il ne faut pas succomber, il faut se servir de sa tête et ne pas céder aux pressions qui nous disent qu'on est presque des tortionnaires, qu'il y a des victimes. Et puis, le jeu de la victime, ça a été une technique d'éducation assez répandue. Hein? Tu vas faire mourir ta mère, tu vas faire de la peine au petit Jésus. Puis ça a été très répandu. J'espère qu'on va s'élever au-dessus de ça, qu'on va s'adresser, on va élever le débat au niveau de la démocratie. OK? Alors, dernière chose, conclusion. Ah oui, je suis posée de faire ça. Mon Dieu, que je n'ai pas le tour. Hein? Ah! 3 Québécois sur 4 disent qu'il faut plus de fermeté. Ça, c'est des sondages. OK? Alors, conclusion, ne me quittez pas. Quels sont les avantages d'une société laïque? Bien, une diminution du profilage ethnico-religieux qui va diminuer parce qu'il y a des employeurs qui n'emploient plus les gens d'une communauté parce que maghrébine, entre autres, ou noire, parce qu'ils disent, tiens, je vais me retrouver avec des accommodements, je pense que je vais éviter. Donc, ça crée un problème dans l'emploi, puis il ne faut pas ça. Et aussi, ça diminue l'intolérance par rapport aux conflits religieux. Et une des dernières choses que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas surtout en faire un débat entre eux, les immigrants, et nous, les Québécois de souche. Ça, c'est un faux débat. C'est un débat, donc, eux, c'est qui ça, eux? Ce n'est pas les immigrants, ce n'est pas les musulmans. Il faut bien distinguer des musulmans des islamistes. Vraiment, là, je pense qu'il faut faire très attention, mais il faut aussi, le vrai débat, il est entre eux, les traditionalistes, que ce soit le maire Tremblay, Québécois de souche, ou que ce soit des islamistes qui veulent nous retourner aux mœurs de leur pays, par rapport à nous, les modernes, qui voulons un Québec vraiment moderne. Alors, je pense qu'on va arriver à la paix sociale quand on aura une loi sur la laïcité. Et ce que je nous souhaite... ben non, on ne venait pas à l'Église, hein, je ne suis pas obligée de vous bénir. Alors, voilà. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions. Je pense qu'il y a des questions. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, j'aimerais vous poser une question. »